Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un composant central du jeu qui est la campagne, la nouvelle version de la campagne. Donc, là où beaucoup sont en galère dans les premières étapes, l'idée c'est savoir comment on peut améliorer ça euh, et surtout quel est l'intérêt de se forcer à améliorer et d'investir des gemmes dans pas mal de shuffle et de revamp du compte pour justement aller essayer de progresser, mais savoir quelles ressources investir pour progresser et surtout jusqu'où c'est intéressant d'aller. Donc, ce qu'on sait, c'est que à partir du 1.3, enfin à partir du 1.1, on est censé récupérer, hop, je sais plus où c'est, je sais plus si c'est écrit quelque part. On va avoir des loots qui vont s'ajouter 1.1, 1.3, 1.5, 1.7. Donc, on va gagner sur le 1.1 et le 1.3 les 4 matériaux de base de l'île céleste, sur le 1.5 les toolbox et sur le 1.7 des shards. Donc déjà la question c'est est-ce que c'est rentable de pousser jusqu'au 1.7 ou pas. Après au niveau du 2.2 on va commencer à avoir le premier selectable loot qui va être les est-ce qu'en gros on veut actif, passif 1, 2 ou 3 et après à partir du 2, 4, 10 on va pouvoir sélectionner des fragments de corps. Donc alors les fragments de corps c'est pas la folie, hein, on est d'accord. À l'heure actuelle en une semaine j'en ai eu 4. C'est loin d'être monstrueux. Ouais, non, là, il n'y a rien. Voilà, donc c'est pas fou. Ok, on se le dit. On garde ça pour plus tard. Là, je pense que ça fait à peu près 4 heures que j'ai récupéré le loot. 4 heures, peut-être 5. On voit 45 plats de nouilles. Donc potentiellement, voilà, on peut se garder aussi à l'idée que ça fait à peu près 5 heures. Euh, donc on va quand même le récupérer. Voilà. Donc là, la question, c'est on va essayer de savoir qu'est-ce qui est intéressant d'investir comme ressource. On sait qu'on peut avoir que des héros transcendés à mettre dedans. Donc, qui dit héros transcendé dit forcément, il faut avoir déjà pas mal de food, parce que il faut avoir globalement 6v4, donc il faut arriver à les faire. Et il faut 30 millions de cotes. Donc déjà se pose la première question c'est est-ce qu'on a envie d'investir des cotes dans des héros transcendés, genre là maintenant. Pour tous ceux qui étaient là à la sortie du vide, c'est-à-dire septembre 2020, presque 2 ans, vous devriez avoir, même en free-to-play, euh, l'équivalent de quelques V4. Pas forcément des millions, mais j'en vois pas mal qui sont aux alentours de 5-6 V4. Ça doit bien se farmer, je pense. Donc ça peut être intéressant. Si on fait le calcul, c'est pas là que je vais le trouver. J'ai compté que j'avais 86 millions de shards ou 87. On va sortir la calculette. Si je fais 3000, hop, divisé par 15, 15 fois 250. Les corps, c'était 56 millions de shards. Ouais, donc il y a, pour les free-to-play, je pense que ça va être aux alentours de 15-20 millions de shards, à peu près. Qui doit avoir donc l'équivalent de 4 à 6v4. Donc là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que là, les sphères de transcendance, est-ce qu'on a envie de les convertir? Donc c'est-à-dire vraiment ici, est-ce que ça, du coup, on ne préférerait pas plutôt les cristaux que les shards? Ça, c'est une vraie question, et je pense que maintenant, il y a débat. Et pour essayer de répondre à cette question, on va s'appuyer sur... alors déjà, on va présenter... Hop, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, on va présenter les loots. Donc, ce qu'on voit, c'est que on va débloquer des choses intéressantes. Donc, à partir du... ça va être là. Donc, on va débloquer du bois et du fer si on clear le 1.1. Les cailloux si on clear le 1.3, les toolbox 1.5 et les shards 1.7. Donc là, déjà la question c'est combien on peut espérer. Parce que vous allez me dire, t'es mignon, mais si j'y vais pour peanuts, c'est pas intéressant. Ok, donc on va calculer ici juste la moyenne de ce qu'on peut espérer.
Donc, on va sortir la calculette. Tac. Bon, vous la voyez pas, mais vous pourrez refaire les calculs par vous-même. Alors, ces deux fichiers, je les ai mis dans Discord. Ils sont dans les infos générales sur le Discord francophone. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller les chercher. Donc, là, on va regarder ce qui va nous intéresser d'abord sur les matériaux. Donc, on voit que les matériaux ont tous le même gain. D'accord, à partir du 1,6, voilà. Donc, on va faire une moyenne, c'est-à-dire on va diviser la range en deux. Donc, 915 plus 1040 divisé par 2, ça va nous donner 977,5. Donc, on va arrondir à 975. D'accord? Et là, ce qu'on nous dit, c'est que toutes les 5 minutes, il y a un drop. C'est-à-dire qu'il y a 12 drops par heure. À coup de 24 heures, ça fait 288 drops potentiels par jour. Ok. Donc là, potentiellement, on va avoir toutes les 5 minutes, on peut choper l'équivalent de 1000. D'accord? De chaque. Et donc, toutes les 5 minutes, on a 2,5% de chance de choper 975. Donc ça veut dire que si on se positionne ici, là, sur ce palier-là, d'accord? Je fais le calcul avec ce palier-là, qui est le 1,7, qui me semble déjà assez rude à terminer. Donc 975 fois 288. Si tous les drops tombent toute la journée, ça fait 280 000 par jour. Alors vous allez me dire, c'est énorme. Effectivement, c'est beaucoup trop gros, beaucoup trop beau. Donc c'est que 2,5% de chance à chaque fois. Donc ce 280 000, on va le diviser par 40 et ça nous fait à peu près 7000 de ressources, 7K par jour, gratos. Juste en attendant, on est dans la campagne, on n'a rien à faire. Donc là déjà, ça commence à être intéressant, c'est-à-dire qu'on gagne 7000 par jour, ça veut dire qu'on va gagner 210 000 par mois, et donc on va gagner 2,5 millions par an. Voilà. Donc ça, c'est une réelle motivation d'aller clear jusqu'au 1,5, parce que c'est là que à partir du moment où on a clear le 1.5.10, là on est le roi du pétrole, c'est-à-dire que sans rien faire, on a 2,5 millions de ressources qui tombent par an. Alors 2,5 millions de ressources, alors pour vous donner une idée, il faut 20 millions pour monter une maison. Alors on va dire c'est dérisoire, certes, c'est pas énorme, mais ça doit pouvoir faire du niveau 30 ou 35 je pense, à peu près, parce que les coûts sont surtout pas linéaires, peut-être même 40 avec un peu de bol. Donc là il faut se dire, c'est quand même 2 millions de ressources qui tombent sans rien faire, en free-to-play, sachant que du coup c'est par x5, donc ça fait 12,5, et les meilleurs events donnés 5 millions. Voilà, ça c'est pour situer. Donc là, potentiellement, il y a énormément de ressources sur l'île Céleste à aller chercher. Donc qui dit de ressources sur l'île Céleste dit plus de puissance. Qui dit plus de puissance dit on va pouvoir progresser plus loin. Donc en fait là, la campagne, elle est en train de mettre en place un rouleau compresseur hyper intéressant pour permettre aux gens d'aller de plus en plus loin. Maintenant, on va faire le même exercice pour les shards. D'accord? Donc on va prendre la moyenne de 250 et 315. Hop, divisé par 2, ça fait 280 shards toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. Donc 280 fois 288 drops. Ça nous fait potentiellement, si ça drop toutes les 5 minutes systématiquement, 80 000 shards. Donc c'est à 5%, donc on va diviser par 20. Ça nous fait 4000 shards par jour, en moyenne. Donc là, voilà, quand on clear le 1.7.10, on récupère 4000 shards par jour. Ça nous fait 120 000 shards au mois. Et ça nous fait 1,5 million à l'année. Ça aussi c'est énorme parce qu'en fait sans rien faire on récupère beaucoup de ressources, mine de rien. Et donc voilà, je trouve que la campagne est hyper intéressante pour ça. Donc ça c'est les ressources à forte valeur ajoutée. Après il y a des trucs toujours intéressants. Là où c'est vachement intéressant, c'est qu'ils ont mis ces artefacts là. Donc eux ils ont un drop ils ont un drop de merde, hein, c'est-à-dire que c'est à 0,3, ça va être 1 tous les 300.
En gros, on va choper une shard par jour, et encore si on a de la chance. Mais voilà, bon, ça reste pas déconnant. Et du coup, on peut aussi calculer combien on va récupérer d'essence qui, elle commence à être la ressource intéressante. Alors, si je prends mon cas, ça va faire 570, donc 285. Hop, 285. Bah, un peu comme les shards en fait, je pense. Fois 288, divisé par 20. Ouais, à peu près 4000 par jour. Ça veut dire que, bon, la différence n'est pas forcément énorme ici, mais elle commence à se creuser mine de rien. Et c'est aussi ça, c'est aussi pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que bah, investir des gemmes dans du shuffle, c'est pour bah, ajuster ses tenantes, modifier ses pierres, changer éventuellement des sets de résonance. Là, ça va commencer à être à payer en fait. Parce que toutes les ressources là, ben, si on progresse, on gagne. Là où c'est méga intéressant, euh, et où ça peut être facile, c'est du coup de jouer avec un émulateur du style BlueStack. Hop, si on le remet là. Parce qu'en fait, BlueStack, je sais pas si ça va s'afficher. Non, ça s'affiche pas. En fait, enfin, les émulateurs sur Android ont des macro managers qu'ils appellent. Il s'agit en fait une macro, c'est des actions qu'on va programmer et répéter. Là, comment ça marche, le macro manager? En gros, hop, là vous voyez, donc normalement il y a le curseur qui s'enregistre. Tac. Je vais juste lancer la macro de la campagne, d'accord? Et en fait, ça clique tout seul. Et c'est là que ça va être intéressant. Donc là, on va le passer tout seul, tranquille. La macro va tourner, on va faire le combat, et puis voilà. Donc là, le setup est pas du tout optimisé pour ce qui va se passer. Donc c'est normal qu'on se fasse vraiment pourrir. Ce niveau il est vraiment très très difficile. Mais bon, voilà, il n'y a pas de secret, hein. Plus on avance, plus c'est compliqué. Et donc là, ça va rien faire. Quand la macro va tourner, bah, elle va venir cliquer sur OK et relancer une bataille. Voilà. Là, le curseur de la souris lui n'a pas bougé et la macro est partie. Donc ça, c'est intéressant. Hop, je fais une bêtise avec le stack qui s'est fait la malle. Voilà. Hop, on remet, on arrête les bêtises. Donc là, j'arrête la macro. Donc après, là, ce qui est pénible, c'est qu'on peut pas skip. Donc si vous jouez sur Android, je vous invite vivement bah, à vous mettre à BlueStack pour la suite, parce que ça va vachement vous aider pour la campagne. Si vous êtes iOS, visiblement, il y aurait des émulateurs ou des app clickers qu'on appelle. Donc c'est hyper intéressant d'essayer de s'y mettre. Voilà. Moi je dis ça parce qu'en fait la campagne c'est un mode qui est gratos, où il y a beaucoup de RNG, et donc bah, du coup une fois qu'on a le setup, il faut faire des combats, des combats, des combats, des combats, il faut faire que ça. Et donc le graal ultime c'est de clear ce step là qui nous offre un corps. Il nous offre 100 shards en fait, enfin 100 fois une shard, donc on peut récupérer un corps d'origine. Donc là il n'y en a pas beaucoup des corps d'origine sur Android. Hop, combien on en a? Ok, bon, on en a un peu plus de 50, sachant que sur E1, je l'ai clear hier, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, j'ai dû le clear hier. Donc voilà, ça fait à peine un peu plus de 50. Bon, le corps, là où il est hyper intéressant et totalement débile, c'est pour clear le vortex, parce que maintenant il n'y a plus besoin d'avoir comment ça s'appelle, des héros tiers A pour réussir. Et ça s'est vu de suite en fait, c'est-à-dire que depuis la sortie du Vortex, ça devait être à peu près à, des, à Makodi, je pense. Ou Makodi ou Leviathan, donc il y avait vraiment très peu, 18-19 clears peut-être. Et là on est passé à combien? En l'espace de deux Vortex. En l'espace de deux Vortex, à combien on est passé? Beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, j'aurais tendance à dire que c'est à peu près l'équivalent de tous ceux qui ont récupéré un corps d'origine, d'accord? Donc voilà.
Je sais que... alors, je suis pas sûr que KD... Non, KD, il est pas là. Je sais pas qui a réussi vraiment. Lui, Fox, je crois pas. Parce qu'il était... il arrête pas de descendre, donc je pense qu'il a pas clear. Donc voilà, à peu près 75 clear à l'espace de 2 vortex. Donc on est passé de 19 à 75, donc c'est vraiment énorme. Voilà. Donc ça, c'était pour le corps d'origine, parce que du coup, il est pas là, il est là. Il fait absolument n'importe quoi. Surtout quand le skill est maxé au max. Donc là, maintenant, on va discuter campagne et stratégie. D'accord? Donc, campagne et stratégie, je vais changer de fenêtre. Voilà, celle-là. Et sur cette fenêtre, je veux maintenant cet onglet-là. Il y a quelqu'un qui a réussi à miner les infos de la campagne. Et donc, ça, c'est hyper important parce que ça va nous dire, ça va nous permettre de step up énormément en connaissant les points forts et les faiblesses de chacun des line-up. Alors, je vais pas détailler les 210 lignes parce que c'est pas intéressant, d'accord? Parce que voilà, il y a des choses. Ici, on constate par exemple que 2893 sur le 378, c'est la speed du line-up, d'accord? Donc, il faut pas prendre ça comme une cible pour vos héros pour plusieurs raisons. Il y a déjà, on va commencer par là, une différence entre ce que vous voyez sur votre héros et la vitesse qu'il aura réellement en combat. C'est-à-dire que un pet, un monstre, va rajouter 220 de speed une fois que vous l'avez max. Donc déjà, il faut prendre ces vitesses-là et faire moins 220 ou rajouter 220 à vos héros pour comparer. Après, vous pouvez jouer des Snowheart pour diminuer les vitesses de vos adversaires. Donc Snowheart, il a un comportement particulier, c'est-à-dire que le premier se résout, il va cibler 1 à 3, il va décrémenter de 20, 40 ou 60 selon le niveau. Ensuite, le deuxième va se déclencher et il va prendre en compte les nouvelles vitesses. C'est-à-dire que, par exemple, sur le 1-1-8, ben, ce ne sera pas toujours les deux Nakia qui vont être ciblés. C'est-à-dire que si les deux Nakia sont tapés, donc elles passent à 2005 et 2005, ben, on va commencer à prendre Tuga, Tuga et Waldeck. Voilà. Donc ça va commencer comme ça en fait. Donc là, ça nous apprend que globalement 2000 de speed, ça se tient, c'est assez raisonnable, on arrive à le faire sur pas mal de héros jusqu'à peu près 1.5, 1.6. Voilà. Là, ça commence à être un peu touchy en fait. Par exemple sur le 1.5.8. Voilà. Donc ça déjà, ça à prendre en compte. Après, on a les stats, d'accord? Donc bon, ça nous apprend qu'on a. Alors, ça vous donne une idée de combien il faut faire de dégâts pour arriver à passer. Plus ou moins, d'accord? C'est pas à la virgule près, mais c'est intéressant de savoir que voilà, si on n'est pas capable, par exemple, pour clear le 1.7.10, hop, on n'est pas capable de faire 15 milliards, bon on pourra pas non pardon, 11. Voilà, j'étais pas sur ma ligne. On n'est pas capable de faire 11 milliards, on ne pourra pas s'y attaquer. Alors pourquoi ça diminue par rapport à la ligne du dessus? C'est parce qu'en fait il y a le boss. Hop, et le boss, alors bizarrement il n'a pas trop d'HP par rapport aux autres, hein. Et du coup il y a un héros en moins. Donc ça fait quand même 15% de dégâts en moins à faire. Voilà. Et après, alors pardon, ça c'était l'attaque. Les HP sont ici. Voilà, donc il y en a un peu plus que la moyenne. Mais elle a très peu d'attaque. Bon, après ça s'étudie, ça se réfléchit. Voilà. Donc maintenant, là vous avez toutes les billes pour savoir comment déjà stuffer vos héros et savoir pour vous permettre de prévoir vos teams. Après il y a toujours des surprises. Du style par exemple, des choses qu'on oublie très vite, c'est Sherlock, on peut pas le contrôler. Quand on commence à les contrôler, c'est qu'ils sont quasi morts. Parce qu'ils vont renvoyer les contrôles. Après, les Holmes Young, même quand on les a contrôle, leur passif fonctionne. Les Russes, dès qu'ils font 3 blocs successifs, ils défendent tous les effets de contrôle. Et les mimes, on ne peut pas les contrôler tout court. Les King Barton, hop, pour ceux qui ne les ont pas encore croisés, vous aurez la surprise de voir que ça va défoncer vos équipes si vous ne faites pas un early CC dessus. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de les pétrifier ou de les stun, ils vont contre-attaquer et ils vont ruiner vos équipes.
mais littéralement, hein. C'est-à-dire que normalement, si on fait 6 actifs et qu'il y a 3 KB en face et qu'on les a pas contrôle, généralement on est mort. Parce qu'en fait, ils ont tellement d'attaques. Là on parle de, ils sont censés avoir, alors c'est 2 millions d'attaques. Non, je pense que c'est beaucoup plus. Je sais pas si c'est des milliards ou des millions qu'ils ont. Parce que bon, quand ils, faudrait, non, bah du coup ça doit être des millions qu'ils ont. Donc du coup, c'est comme si vous tapiez en face des équipes PVP bien solides quand même, parce que vos héros V4 vont peut-être avoir 1 million d'attaques à chaque fois. Euh, donc si après avec des tenants ça monte beaucoup plus haut, mais si vous avez pas ça, voilà. Donc ça va vous détruire. Après, la fausse bonne idée, c'est de croire que parce qu'un héros est fort, enfin vous défonce dans la campagne, ce héros va être fort dans la vraie vie. Ça marche pas. Enfin, sinon on jouerait toutes ces équipes-là et on sait que ça marche pas trop. Euh, voilà, donc après il y a des niveaux qui passent tout seuls, par exemple Sigmund Flamestrike, on les contrôle et on met on met le Purify sur les dots et puis ça se passe bien. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, donc chaque niveau a ses petites particularités, très souvent ça marche bien, euh, voilà. Donc il faut aller chercher du coup quelques artefacts euh, quand même pour arriver à faire des choses dans cette campagne. Hop. Et maintenant on va finir sur les compos types qu'il faudrait avoir. Alors idéalement, là on va s'affranchir de. Alors ça c'est pas le vrai setup qu'il faut parce que j'étais setup pour, euh, pour le donjon que j'ai pas encore démarré. Donc j'avais au moins lock ça pour être tranquille. Euh, non, on joue jamais une EOS à 6 millions dans la campagne, c'est pas elle qui fait les dégâts en fait. Euh, Là ce qu'on veut savoir déjà c'est combien on a de corps dans la team. Bon, on a le meilleur pour le PVE hors boss, qui est celui-ci, d'accord, qui dit qu'à chaque fois qu'un allié fait un truc, on va pouvoir lancer des contrôles au hasard. C'est juste totalement débile en fait. C'est c'est surpuissant, je trouve. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu beaucoup de 10-0 en IDA. C'est parce que les gars avaient la puissance. D'ailleurs, bon, on va pouvoir rigoler, hein. J'ai pris une sacrée déculottée ici, je crois. Voilà. Là, c'est mon équipe principale contre son équipe principale. C'est-à-dire que bon, j'ai légèrement entamé son équipe. On va le voir sur le fight. C'est tout léger, il a rien pris quasiment. Hop, ouais, il y a une égratignure. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que Aspen a pu pétrifier quelqu'un au fond, a faire un peu sur la backline. Derrière, Jara, bon, elle contrôle tout le monde. C'était la folie. Et donc après, c'est fini, quoi. Je veux dire, sur un actif, Aspen, c'est heal de 1 milliard et quelques. C'était juste pas la peine, quoi. Aspen, il s'est heal de 2 milliards quasiment. Donc voilà. Là, il y avait un no match. Donc d'où l'intérêt d'où l'intérêt de viser en fait ce corps dans la campagne et d'essayer de taper le 2.4. Donc après, euh, tous les héros peuvent être utiles dans la campagne. Il y a des cas où par exemple s'il y a une queen en face, on veut éviter de la taper. Donc on va vouloir jouer Holmes, Asmodel, éventuellement SFX si on n'a pas d'autres trucs, parce que SFX va être mono-cible. C'est celui qui a le moins de PV en face. Après, dans le cœur, on va toujours avoir Asmodel et Jara, ça c'est obligatoire. Vesa qui a un très bon support. Eos qui va booster les dégâts avec le Phoenix. Sinon, on peut jouer le Snake avec Freya, qui a du poison. Voilà. Donc après, chaque équipe a ses points forts, ses points faibles. Par exemple, Asmodel, ce qui est très bien, c'est que pour gagner la bataille de speed, si on sait qu'on perd des gens qui vont être porteurs de Snowheart sur la ronde 1, on peut perdre l'avantage de la speed sur la ronde 2. Donc à ce moment-là, Asmodel, ce qu'il fait sur son actif, c'est qu'il dit je vais réduire la vitesse de 60 ou 80 sur la backline et enlever 50% d'armor. Donc on va faire plus de dégâts et on aura l'avantage de taper en premier. Voilà, il y a
plein de petits tips comme ça à regarder. Holmes sur son actif ne target que la backline. Donc s'il y a une queen front row, on est tranquille et on va éviter ça. Voilà. Donc après, généralement, ça va surtout se tenir à ce modèle et Jara, Aspen et Jara avec Rui Scepter. Les autres vont avoir un mix très souvent de Snowheart et Demon Bell. Parce que du coup, ce qui va se passer, et ça c'est l'avantage d'avoir sublimé ça, c'est que du coup, sur l'actif de Jara, ben, si son énergie est supérieure à 200 quand elle fait son actif, elle inflige dès qu'elle va contrôler quelqu'un en fait, elle va infliger à tout le reste ce contrôle une fois de plus. Enfin tous les ennemis qui ne sont pas contrôle. Donc en gros, déjà que elle a énormément de chances de contrôler quelqu'un, là ça va se retrouver avec beaucoup de contrôle en face et on va arriver à bloquer en fait l'adversaire. Et c'est ça qu'on veut en fait. Et après, à l'avantage avec la deep sublimation, c'est que du coup, sur son actif, on voit très bien que c'est un côté, enfin c'est scindé à 50, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chevauchement, c'est en dessous de 50 on fait ça, au-dessus on fait ça. Et bien quand on a là le deuxième niveau de sublimation, il y a un chevauchement de 40 à 60, on peut appliquer les deux contrôles. Donc ça veut dire que même s'il y a de la purification en face, ils ne vont purifier qu'un seul. Voilà. Donc c'est là que Jara devient un sacré monstre en fait dans ce mode-là. Et pareil pour Aspen, parce qu'en fait Aspen peut être très rapide, et surtout sa basique attaque, mais elle va mettre, hop, c'est pas ça, voilà c'est celle-là. Son attaque basique en fait, elle donne Fear à tout le monde, avec 70%, enfin 70% x 4, mine de rien ça commence à faire pas mal, sachant que du coup, moi il a 24% de contrôle précision, et quand on lui met Rui, les Rui ils sont sur le Sherlock. Mais ça fait 30% d'offset sur le contrôle Immunity et ça a 50% de contrôle précision. Donc là en fait on a 74% de contrôle précision, 30% d'offset sur le contrôle Immunity et on a déjà quelque chose à 70% qui va viser les gens. Plus l'effet de Jara. Donc ça se cumule et ça fait un peu snowball. Voilà. Donc du coup la moralité de tout ça c'est peut-être que si vous avez déjà vos shards, c'est-à-dire globalement une vingtaine de millions, allez, idéalement 30, vos sphères, en fait, vos sphères de transcendance que vous allez choper, ben, il vaut peut-être mieux les convertir en cristaux jusqu'à ce que vous ayez 30. Ça fait quoi ça, Evolve? Allez, c'est la partie. Hop. Jusqu'à que vous ayez vos codes pour 6 personnages. Alors après, vous pourrez toujours changer en utilisant des cristaux d'âme si vraiment vous êtes bloqué et revoir votre setup. Ça, enfin, des pierres d'âme, là, les soul symboles, les trucs. Cela. Voilà. Ça, vous pouvez les changer. Enfin, ça vous permet de swap des héros. Donc voilà, ça reste intéressant. Mais bon, à ne pas faire tous les jours parce que sinon ça va descendre très vite. Vous aurez l'impression de vous être fait avoir. Donc voilà, ça c'était. Je voulais partager avec vous ces quelques impressions sur cet event-là. Enfin, sur ce nouveau mode-là. Et après, pour finir, une touche sur l'event. Hop. Alors, avec le Soul Awakening Gala et le Soul Contract. Donc déjà, on va pas parler du relais parce qu'il va coûter à peu près 50 euros, je crois. Ici, ça vous fait 300 gemmes, donc au moins 3 invoques. Les persos qui valent le plus cher dans le marché à l'heure actuelle, ce sont normalement Vesa, Aspen et Jara. Hop, si on fait... Ah, Patriel Buyout. Tac. Alors bon, on va pas compter la SS parce que c'est hors de prix, d'accord? Mais parmi les persos qui sont A et B, généralement, ce sont les Vesa les plus chers. D'accord? Après, le reste, ça
Ça coûte quand même un bras, mais ça reste abordable, on va dire. Voilà, donc si vous voulez faire ça en gratos, soit vous essayez quelqu'un pour votre équipe, soit si vous visez vous visez le gros lot pour derrière essayer de summon une Jara qui va se vendre le plus cher possible. Alors après, ça va pas rester comme ça tout le temps. Si tout le monde summon des Jara et qu'il y en a trop, le prix va mécaniquement baisser. Mais à l'heure actuelle, c'est le perso que vous pouvez summon pour avoir la meilleure rentabilité si vous gagnez au gros lot. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ici, sur le retirement, voilà. Globalement, un S, vous allez le vendre au moins 50 000, un A+, au moins 25 000. Parce qu'en fait, le vendre en dessous de ce prix-là, ça n'a aucun intérêt. Parce que vous perdriez par rapport à ce que vous pouvez vous payer dans le jeu avec les gemmes que vous récupérez. Donc c'est pour ça que les prix s'envolent très vite. Bon, et les prix sont aussi calés non pas sur ça, sur les ratios, hein. C'est-à-dire que plus on progresse et moins, enfin, les chances d'en choper sont grandes. Donc voilà, on va dire que les deux courbes sont un petit peu un miroir en fait. Donc voilà, ça c'était le petit tips qui risque de revenir assez souvent. Donc après, n'hésitez pas Moi j'ai fait des summons, bon, après, on les a balancés à l'hôtel des ventes, voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Vous pouvez avoir de bonnes surprises, donc ne mettez pas des buyouts trop bas, parce que ça peut toujours avoir une surprise sympa si des gens commencent à faire n'importe quoi sur les enchères. Donc voilà, c'était petit conseil du jour. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou venez me trouver sur Discord, on en discutera. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Salut!